Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le président de la Bolivie, Evo Morales. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de votre invitation à venir m'exprimer à France 24. Monsieur le Président, dans quelques semaines, à Paris, se tiendra un sommet très important pour la lutte contre le réchauffement climatique. Les Nations Unies viennent d'annoncer que l'an dernier, le niveau d'émission des gaz à effet de serre a battu un record. Est-ce que cela veut dire qu'un accord à Paris est obligatoire dans quelques semaines pour préserver la planète? En tant que peuple du monde, nous avons beaucoup d'espoir et beaucoup de confiance par rapport aux présidents qui vont être réunis à partir du 30 de ce mois ici en France, à Paris. C'est important que les gouvernements des États écoutent les peuples du monde. On ne peut pas essuyer de nouveaux échecs sur les sommets de la vie de l'humanité parce que c'est notre obligation en tant que citoyens que de préserver les droits de notre mère, la Terre. Pas simplement les êtres humains ont leurs droits, mais la Terre-mère aussi a ses droits. Et nous sommes convaincus que l'être humain ne peut pas survivre sans notre mère, la Terre. En revanche, l'inverse est vrai. La Terre peut survivre et mieux sans l'être humain. Notre obligation, si nous respectons la vie, si nous souhaitons préserver l'humanité, nous devons nous entendre, chercher des projets, des programmes qui nous permettent de réduire le réchauffement climatique. Est-ce que vous avez l'impression que les pays puissants comme les États-Unis, la Chine ou l'Union européenne écoutent leur peuple, ou qu'ils restent toujours sous l'influence des lobbies qui veulent défendre leurs intérêts et qui ne veulent pas qu'un accord ambitieux soit atteint à Paris? J'ai le sentiment qu'aux États-Unis, ce n'est pas Obama ni son parti qui gouverne. Ce sont les multinationales, les entreprises, l'industrie pétrolière qui gouvernent. À l'inverse, à l'écoute de présidents en Europe, c'est très différent. On voit qu'ils essayent de promouvoir les énergies propres, comment les transférer vers les pays comme le nôtre qui en ont besoin, comment parler du transport électrique, comment parler de la voiture hydraulique, comment faire en sorte que ces énergies propres puissent se substituer aux énergies fossiles. Et c'est une approche très différente. Et donc, entre pays, nous avons l'obligation de nous entendre pour pouvoir éviter ce réchauffement. Vous avez parlé du président Obama. Bientôt, sa présidence va se terminer dans un an. Comment est-ce que vous le jugez? Il y avait beaucoup d'espoir quand il a été élu, qu'il allait représenter les minorités, que ça allait changer quelque chose. Il a même reçu le prix Nobel de la paix. Il vient d'un milieu social très humble, qui a été menacé, qui a été discriminé, comme le mouvement afro-américain. Moi, je viens d'un autre milieu, propre à l'histoire de la Bolivie, discriminé, politiquement opprimé, culturellement aliéné, à savoir le mouvement indigène. Je nourrissais beaucoup d'espoir qu'avec lui, nous pourrions développer des politiques, des programmes, pas simplement pour les pauvres de son pays et du mien, mais pour tout le monde. Nous pouvions, j'espérais, développer de bonnes politiques. En revanche, ça a été difficile. Ça a été difficile d'entretenir des relations bilatérales, diplomatiques, commerciales, d'interaction, de coopération. Ça a été difficile. Et c'est pour ça que désormais, je suis convaincu qu'aux États-Unis, ce ne sont pas les élus qui gouvernent, mais bien les entreprises multinationales. L'histoire le dira, et tôt ou tard, les peuples d'Amérique, et d'Amérique du Nord en particulier, se rendront compte de cette situation. Et personnellement, je crois beaucoup en les peuples organisés du monde. C'est une déception, Barack Obama, pour le monde? Oui. Oui, même si on avait beaucoup d'espoir qu'il puisse en finir avec l'embargo économique sur Cuba. Il l'avait promis d'ailleurs. Il a fait un geste important quand même avec Cuba. Il a fait un pas important. Mais ces diplomates, au moment du vote sur l'embargo économique, ont une nouvelle fois dit oui à l'embargo. Ils auraient dû s'abstenir, vu le message de leur président. Aux Nations Unies. Exactement.
Donc comment le croire? Vous ne croyez pas qu'Obama veut vraiment un changement très important avec Cuba? Moi, je veux croire. Mais à ce stade, je vois que ça ne va pas arriver. Espérons que je me trompe. On a l'espoir. En Amérique, sur le continent américain, il reste encore 4 ou 5 problèmes majeurs. L'embargo économique, les Malouines d'Argentine, l'accès à la mer pour la Bolivie et la question des FARC. Je salue les efforts du président Santos. Cet effort et la médiation de Cuba. On est très près de la paix, non? On est très proche. On est très proche. J'ai bon espoir et je dis simplement à nos frères des FARC que nous ne sommes pas dans des temps de révolution armée et de combat. Nous sommes dans des temps de révolution par la conscience, par la lutte et par la démocratie. J'ai parlé avec eux, je sais qu'ils sont réceptifs et c'est pour ça que je sens aussi que ça avance bien. Puis, l'autre question centrale, c'est Cuba, la relation Cuba-États-Unis. Vous voyez Cuba, 50 ans de résistance, ils n'ont jamais plié grâce à cette force, à cette volonté anti-impérialiste, cette lutte du peuple cubain et de ses commandants. Dans ces négociations, aussi celles avec les FARC, on voit le rôle du pape. Le pape François, on l'appelle le pape des pauvres. Qu'est-ce qu'il vous donne comme impression? J'ai enfin l'impression d'avoir un pape. Le pape François a pour ligne politique de défendre les majorités humiliées du monde. Le pape François, notre frère, chaque fin de semaine nous bénit à travers ses prières depuis le Vatican et je sens que nous aussi, nous devons prier pour la vie de notre frère le pape. Et les interventions dans l'ombre, souvent, ont été très importantes en Amérique et le seront également pour le monde. Quand vous regardez la situation au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, avec des interventions militaires américaines, russes, est-ce qu'on peut parler de nouvelle guerre froide, voire peut-être d'une nouvelle guerre mondiale? C'est vrai que pour vous, ça paraît un petit peu loin, mais est-ce que vous craignez une déflagration mondiale? Ce qui se passe en Syrie ou ailleurs, au départ, c'est dû aux États-Unis. Ils ne résolvent pas les problèmes sociaux, les problèmes de la vie. Et le continent qu'on appelle Amérique n'a pas à souffrir d'agressions et d'interventions sur son sol. En revanche, on subit des menaces, des agressions économiques, comme celle par exemple des fonds vautours en Argentine, des menaces, des agressions qu'on utilise nos opposants, les opposants des présidents de gouvernements anti-impérialistes pour déstabiliser ces pays-là. On assiste à des agressions, des provocations, des intimidations de la part des forces armées militaires des États-Unis et ça ne fait pas du bien à la région. Dernier sujet, en Bolivie, il y a un référendum qui est prévu au mois de février pour changer la Constitution et vous permettre d'être à nouveau candidat à la présidence. Peut-être une dernière fois, on ne sait pas. Il y a certains qui disent que Evo Morales veut changer la Constitution pour être président à vie. Je le dis au passage, je ne suis pas le pape. Vous me suivez? J'ai été surpris par cette proposition des mouvements sociaux de changer la Constitution pour pouvoir procéder à une réélection. Ça vous a vraiment surpris? C'est pas qu'Evo veuille s'éterniser. Vous savez parfaitement que j'ai fui les hauts plateaux, je suis allé d'Occident en Orient pour survivre. Et puis il y a eu cette opportunité. Ce n'est pas un danger pour la démocratie en Bolivie? Je sais pas. J'étudiais justement récemment l'histoire de l'Allemagne, par exemple. Grâce à la stabilité politique, le pays s'est développé. Avant, en Bolivie, nous n'avions pas de stabilité politique. C'est le pays où il y a eu le plus de coups d'État de tout le continent. Et je me souviens d'une anecdote. À mon arrivée à la présidence, un ancien exilé de la dictature militaire me dit « Président Evo, attention à l'ambassade des États-Unis ».
Le seul pays où il n'y a pas eu de coup d'État, c'est les États-Unis, parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur des États-Unis aux États-Unis. Donc, il conspirait déjà, nous l'avons expulsé. Vous savez que nous n'avons pas d'ambassadeur et nous sommes mieux d'un point de vue démocratique depuis lors. Je veux saluer les mouvements sociaux qui garantissent d'abord la stabilité politique. Nous avons quelques conflits, certes, mais mineurs. Cette stabilité politique garantit la prospérité économique. Je ne parle même pas de stabilité économique. C'est un patrimoine. C'est le patrimoine des mouvements sociaux. Et en plus de cela, eh bien, le peuple se prononcera. S'ils veulent que vous poursuivent, ils modifient la Constitution. S'ils ne souhaitent pas, eh bien, on ne le fait pas. C'est le plus démocratique. En conclusion, le Financial Times, qu'on présente souvent comme le journal du capitalisme, vous a décrit comme le socialiste qui a le plus de succès dans le monde. Je ne sais pas. Nous avons notre propre modèle. C'est vraiment un modèle socialiste, hein? Socialiste communautaire. On respecte chez nous la propriété privée, l'investissement public, national et international. On respecte la propriété d'État, que l'on renforce d'ailleurs. L'État participe dans l'économie nationale. On respecte également, on soutient la propriété conjointe, collective, ce qui nous a permis d'éradiquer la pauvreté. Le seul problème, entre guillemets, c'est que ce ne sont plus les Nord-Américains qui commandent chez nous, ce sont les Indiens boliviens qui commandent chez nous. Voilà la différence. Et maintenant, nous sommes bien. Accompagnés de nos intellectuels, nos professionnels, etc., nous avons défini notre modèle. On n'a plus un modèle imposé du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24.